Hotep, Shalom, Salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que la philosophie dans l'esprit d'Angela Davis ou que Emmanuel Macron devant Marine Le Pen. Bienvenue dans les funérailles des tabous, l'émission hebdomadaire qui, comme vous le savez, s'est donnée pour mission de répondre à l'exigence imposée par Frantz Fanon, à savoir participer à la renaissance de la communauté afro, mais à la renaissance par l'excellence. Et cette renaissance doit se conjuguer, certes, avec action, mais avant tout avec réflexion. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Florie, que désormais vous connaissez, qui m'accompagne. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Florie Rounor, présidente de l'association Afrotantica, étudiante en naturopathie africaine. Et aujourd'hui, nous allons aborder un tabou, et non des moindres, qui a fait l'actualité grâce à un événement d'envergure mené de main de maître par ses organisateurs, dont nous avons l'honneur de recevoir la présence de l'un d'entre eux. Mais pour recontextualiser, il est important d'avoir à l'esprit, évidemment, le fil de l'histoire. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. À cette question, l'histoire occidentale a répondu d'abord Vénus de Botticelli. Elle a ensuite répondu Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, et depuis quelques années, ça répond un peu Beyoncé. Et le dénominateur commun à toutes ces figures qui incarnent la femme fatale, c'est le cheveu lisse, repris par L'Oréal. Il n'empêche qu'en parallèle, un mouvement issu de la communauté afro vient percuter cette suprématie du cheveu lisse au point de le questionner. En définitive, est-ce que le cheveu lisse est véritablement le cheveu qui incarne la beauté, ou alors c'est uniquement le cheveu que l'on a imposé comme étant la beauté? Pour le dire autrement, le cheveu afro est-il une nouvelle expression de la beauté, ou est-il uniquement un refuge identitaire? Pour aborder cette question, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons la chance de recevoir deux invités de marque, et non des moindres, avec d'un côté Afi Danjoa, qui est auteure, réalisatrice, qui anime une chaîne YouTube sur l'estime de soi, Afi et la différence. Et nous avons également l'honneur de recevoir Didier Mandin, que vous connaissez de près ou de loin, tellement il est au cœur, au pont, au carrefour des différentes cultures afro-caribéennes, afro-diasporiques, par l'organisation de la Blind Sugar Day, ou alors par la NHA, qui récemment a fait encore un tabac pour signer ses 10 ans d'existence. Soyez les bienvenus. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, merci de nous accueillir sur ce beau plateau. Alors, comment vous vous présenteriez? À vous l'honneur. Bien, moi je suis effectivement auteur de livres pour enfants. Je me suis engagée dans la littérature enfant, spécialisée pour la communauté afro-caribéenne, un petit peu par hasard, parce que je voulais raconter des histoires à ma fille. Et il se fait que l'histoire a plu à ma fille, mais à ma mère et finalement aux gens autour de nous. Et donc j'ai voulu proposer cette histoire à tous les enfants du monde, à commencer par nos enfants, les enfants noirs, qui, en fait, je me suis rendu compte que nous avions ce besoin-là de représentation de personnages dans les bouquins qui représentent nos enfants et qui va leur permettre de s'identifier à des héros et qui va leur donner envie de se dépasser, de se surpasser éventuellement. Voilà. Très bien, merci. Mais moi, c'est Didier, directeur associé de l'agence AKA, qui est une agence de marketing et communication créée en 2005, qui avait pour but, dès le début, en fait, de prendre en compte les besoins de la communauté afro-française. Il y avait pas mal de demandes, de besoins qui étaient identifiés, mais auxquels les marques ne répondaient pas à l'époque. Et souvent, c'est parce qu'il y avait manque de chiffres, on ne savait pas vraiment quel était ce marché, les consommateurs étaient un peu inconnus. Puis au-delà des chiffres, on se disait que ça ne représentait pas grand-chose, donc pas forcément beaucoup d'intérêt. Donc l'agence a essayé de répondre à ces demandes dans un premier temps. Puis après, au fur et à mesure de son développement, effectivement, on a aussi développé une deuxième jambe qui est la jambe de l'événementiel. Et on a créé, cofondé et co-créé certains événements, dont la NHA qui a eu lieu la semaine dernière. La NHA, pour ceux qui ne connaissent pas. La Natural Hair Academy. Peut-être qu'on en parlera un petit peu après, mais qui avait pour but, dès le début,
de faire la part belle à l'entretien, à la coiffure du cheveu afro naturel. Voilà. Très bien. Alors, belle présentation. On va rentrer dans le vif du sujet autour de la question du cheveu afro. Alors, j'ai eu la chance de me rendre à la NHA tout récemment. Didier était partout à la fois, il a quand même pris le soin de venir nous saluer comme il se doit. Et moi, c'est quelque chose à souligner en termes d'organisation. Mais ce qui m'a davantage frappé, c'est l'émergence justement de ce mouvement NAPI, mais de manière massive. Est-ce que vous l'avez constaté, ou du moins comment vous avez épousé ce mouvement ? Est-ce que j'ai épousé ce mouvement? Je suis rentrée dedans, moi, de plein pied, sans me rendre compte que j'emboîtais le pas à un mouvement. Moi, mes cheveux, j'ai des locks, ça fait plus de 15 ans que j'ai des locks, et que c'était pas tellement à la mode à l'époque, hein. Je me rappelle que quand j'ai commencé à faire mes locks, mon père m'a convoqué pour me demander si j'avais un problème. Convocation paternelle. Convocation paternelle, j'ai dû me rendre chez lui. Il m'a vraiment solennellement demandé si vraiment j'avais un problème, il pouvait m'aider. Donc, pour vous dire que jusque-là, voilà, moi, j'avais vraiment envie d'avoir la tête naturelle. Je trouvais joli d'avoir des locks. Ça faisait longtemps, quand j'étais petite, que j'avais envie d'avoir cette coiffure. Et qu'on m'en dissuadait, parce que pour dire, j'ai grandi au Togo, donc vous voyez la différence la distance qu'il peut avoir encore que dans l'esprit qu'on peut avoir sur cette coiffure au Togo et en France. Donc à l'époque et en Afrique, on trouvait que c'est fait pour les drogués, enfin voilà. Donc c'était pas du tout bien vu. Mais je suis très heureuse de voir que ça a changé et que je suis dedans pendant que ça change. Et j'encourage beaucoup de femmes à aller dans ce sens, parce que plus on est naturel, mieux c'est pour la santé, et pour l'image de nous-mêmes, pour l'image de toute la communauté. Je me suis rendue aussi à la NHA et j'ai été très heureuse. Je crois que c'est la première fois que j'allais à l'événement. Et quand je suis arrivée, je voyais des gens avec leurs touffes. J'ai vu un monsieur avec une barbe tout noire, il est tout noir, une beauté, on dirait la première création de l'univers. Il était impressionnant. Je suis allée à lui, je lui ai demandé si je pouvais faire une photo avec lui. Et donc pour revenir, si je comprends bien, c'est davantage des raisons de motivation esthétique qui t'ont attiré vers justement le côté naturel, via les locks, que identitaire. Oui, okay. Au départ c'était esthétique, mais au fil du temps, je me rends compte qu'il y a un peu de nous dans ce qu'on choisit à avoir comme tête. Donc ça revient à être identitaire au final. Hein. Okay. Alors, cher Didier, en tant qu'homme, quel est ton regard sur cette question? Mais moi, j'étais touché de près, forcément, puisque parmi les associés de l'agence, il y a ma sœur. Et ma sœur, étant plus jeune, se défrisait les cheveux. Elle avait le cheveu crépus. Et c'est ce qu'elle a fait, on va dire, pendant son adolescence, jusqu'au moment où elle s'est dit que c'était plus possible, qu'elle sentait que c'était pas bon pour elle, que ça lui ressemblait pas. Et surtout, elle avait eu droit à quelques remarques aussi dans les salons de coiffure. On l'a voyant arriver, on fait non, on fait pas ces cheveux-là, on fait pas ça. Et donc du coup, c'est quelque chose qui l'a touchée, qui l'intéressait depuis un petit moment. Elle savait aussi les effets néfastes qu'il y avait pour la santé. Et surtout, nous, on s'interrogeait par rapport au fait que on voyait le mouvement un petit peu arriver des États-Unis. Il y avait aussi des pionniers en France. Attention, il y a on en reparlera, mais que ce soit Fatou de la Beauty Bag, Kelly Massol, il y avait les premiers salons aussi, Boucle d'Ébène. Il y avait déjà des choses qui se passent en France, mais le mouvement venait des États-Unis et souvent on associait ça à quelque chose d'identitaire. Et nous, on trouvait ça bizarre, parce que c'est ce qu'on disait, c'est la nature des cheveux telle qu'elle est, telle qu'on l'a donnée à la femme noire. Donc c'est à la fois étrange qu'on place ça sous ce registre-là, un peu politique, identitaire, de revendication, alors que c'est juste s'afficher avec ses cheveux tels que la nature les a donnés. Donc après, forcément, on comprend qu'il y a des échos historiques, parce qu'il y a eu des moments où, effectivement, porter l'afro, ça avait une connotation politique forte, notamment aux États-Unis. Mais on s'est dit qu'il y avait quelque chose là d'assez étrange et qu'il nous fallait accompagner ce mouvement-là à un moment ou à un autre. Et effectivement, il y a une opportunité qui s'est créée en 2012. Et là, on n'a pas hésité. On s'est dit c'est ce qu'on voulait faire depuis tellement longtemps qu'on y est allé, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes alors, parce que moi, je vois, j'entends souvent des personnes qui me disent
non mais c'est super joli sur toi, mais tu comprends, c'est trop d'entretien, c'est trop compliqué, je sais pas. Avec le défrisage ou en me lissant les cheveux, c'est plus rapide. Et puis je me préfère comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces personnes? Est-ce que, en somme, c'est de l'aliénation ou alors c'est juste un choix libre et conscient? C'est beaucoup d'arguments pour ne pas prendre des risques. En fait, Donc, naturellement, c'est risqué de venir, au naturel. non, le risque, c'est de faire plus d'efforts dans sa vie, le changement, voilà. C'est la peur du changement. En fait, quand on va, parce que ça ne demande pas beaucoup de travail, hein. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'avoir des locks, c'est parce que j'ai pas envie de passer ma journée dans les salons de coiffure. Donc ça ne demande pas autant d'efforts qu'on veut bien le faire croire. Et j'ai souvent ces propos-là de gens qui ne connaissent pas. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui peut-être prennent beaucoup trop de temps à faire leur entretien ou qui suggèrent, je ne sais pas pourquoi, ceux qui n'ont pas essayé ont l'impression que ça va être dur. Et je pense que c'est une posture plus mentale parce qu'on a peur de faire plus d'efforts, d'aller vers quelque chose de différent. C'est le sens de l'effort selon toi? Ouais, je pense que la part d'aliénation, elle est de moins en moins vraie. Je pense qu'elle était certainement réelle il y a plusieurs dizaines d'années. Maintenant, avec tous les progrès qui ont été faits, toutes les marques qui ont été créées, toutes les tutos, toutes les choses qui ont été faites pour expliquer qu'il est de plus en plus facile d'entretenir son cheveu afro naturel, ça devient vraiment un choix de le faire ou de ne pas le faire. Et à la rigueur, si c'est un choix, tant mieux. Avant, c'était moins le cas. Vous avez parlé en introduction des exemples qu'il y avait de ce qu'était la représentation de la beauté avec les cheveux lisses. C'était parfaitement inconscient au final. Et c'est une petite musique qui n'est pas si évidente que ça à enlever de sa tête. Donc, comme j'ai dit, ce mouvement-là est né, créé, il a pris de l'ampleur. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'alternatives, beaucoup de choix qui sont possibles. Comme je dis, voilà, c'est de moins en moins évident de dire qu'il n'y a pas le choix ou que voilà. Alors, je vais me permettre autre chose. Alors, j'entends aussi que à partir du moment où on revient au naturel, en gros, il faut être super beau. C'est-à-dire que moi, ce que je vois dans le naturel, c'est que elle a un afro, mais il faut qu'il soit bien dimensionné pour que ce soit beau. Ensuite, il faut que, ok, tu as un afro, mais il faudrait plus qu'il ait telle texture pour que vraiment il soit qualifié de beau. Après, dans les coupes de cheveux, c'est-à-dire, ok, tu as un afro, mais il faut que tu te gères, c'est-à-dire qu'il faut que tu maîtrises au minimum 5 coiffures. Parce que sinon, on estime que tu te négliges et que finalement, c'est un peu trop facile, etc. Donc, j'entends la question de choix, mais j'entends aussi que une fois qu'on est du côté afro, il y a ce côté où maintenant que je suis au naturel, en gros, je dois me gérer. Parce que sinon, on va très vite me qualifier de négligé. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Ou... Comme vous voulez. Bon, allons-y, mais c'est surprenant. Parce que ce regard-là, pour moi, il est normalement plus vrai dans le regard des autres. Parce que souvent, on fait on assimile le cheveu afro, effectivement, à l'afro, comme vous avez dit, bien dimensionné, etc. En tout cas, nous, ce n'est pas la définition qu'on retient. Cheveux naturels, c'est non traité chimiquement. Non traité chimiquement, ça veut dire que vous pouvez après avoir des coiffures protectrices, vous pouvez avoir vos wigs, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos cheveux. Il est juste naturel au sens non traité chimiquement. Donc, il n'y a pas de règles. Et je sens, en tout cas, à travers les événements qu'on fait, toutes ces années où on a pu, beaucoup de bienveillance par rapport à ça. Et ce n'est pas quelque chose que moi, j'ai vraiment ressenti. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose que j'ai fondamentalement ressenti. Au contraire, c'est le fait de se dire, on est une grande communauté et on est dans l'acceptation, peu importe le type de coiffure, mais on a fait le choix de ne plus traiter son cheveu chimiquement. Bon, moi, je dirais, en tant que femme, je comprends très bien ce que tu dis. Effectivement, déjà, c'est l'acceptation que nous-mêmes, nous devrions avoir sur ce moment de changement, justement, en fait. Parce que, mine de rien, c'est toujours gravé en nous qu'il faut être d'un certain style, d'avoir les cheveux lisses, d'avoir les cheveux longs, même si ce n'est pas nos vrais cheveux. Donc, cette image-là, c'est dans le regard des autres, mais c'est beaucoup plus ancré en nous. Donc, le moment où tu vas faire le changement va être difficile pour toi-même parce que tu ne te reconnais pas dans le miroir et l'autre non plus. Or, c'est à toi de t'assumer pour montrer à l'autre ce que tu es. Et il faudrait que tu te réappropries ton image, ta nouvelle image. Ceci dit,
quelle que soit la nature de cheveux qu'on a, bah, il faut bien en prendre soin pour être joli. Vous voyez, si on a des afros et qu'il y a des, je sais pas, des taches dedans, quand c'est sale, c'est sale. Parce que c'est vrai que des fois, les gens voulant être afro, ils vont laisser leurs cheveux, peut-être on ne s'en aperçoit pas forcément, parce qu'on ne se regarde pas, on ne regarde pas forcément tous les détails de ses cheveux. Des fois, c'est vrai que ça peut ne pas être si propre que ça. Moi, ce n'est pas automatique, hein, mais des fois, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des coiffures, parce qu'on se défend d'avoir du naturel, on ne l'entretient pas. Ce que j'allais demander, est-ce que pour certaines personnes, certaines femmes du moins, qui se réclament du napisme, est-ce que ce n'est pas une sorte d'excuse à la négligence? Non, je ne pense pas. Peut-être que c'est un manque de savoir-faire pour mieux entretenir ses cheveux. Personne ne peut chercher à aller vers la négligence. Non, je ne crois pas. Quand je dis négligence, la culture, juste ne pas se prendre la tête. De la même manière qu'un homme peut mettre un t-shirt, des baskets et sortir en se disant je ne vais pas mettre un costume, pas besoin. De la même manière, on peut trouver des personnes, des femmes qui se disent allez, c'est ma coupe de cheveux, c'est naturel, donc on doit m'accepter comme je souhaite. Alors que l'esthétique peut être observée à tous les niveaux. Oui, je comprends, mais c'est pas pour les cheveux, c'est délicat. On peut pas faire ça pour les cheveux parce que ça va vite se voir en fait. Quoi qu'il arrive, après c'est un choix. Oui. Si tel est le choix, mais dans la communauté, les femmes afro sont plutôt coquettes et je ne pense pas que ce soit la règle. C'est pas la règle. Plutôt l'exception. D'accord. Mais là, de la même façon, à travers cet exemple-là, moi je le remarque. Dans mon entourage ou ce que je peux voir dans la rue, c'est qu'à partir du moment où la personne elle a soit les cheveux défrisés ou je sais pas moi, elle a mis un, comment on appelle ça déjà, un turban. Non, le fait de se rajouter des cheveux, je ne me rappelle plus. Un tissage, voilà. Voilà. Donc soit elle a mis un tissage, etc. Moi j'en connais, elle passe pas un peigne, une brosse dedans en fait. Une fois que c'est lisse, c'est lisse. Et parce que c'est lisse, de toute façon on va rien leur dire. Par contre, celle qui est au naturel, à partir du moment où elle va effectivement avoir un truc dans les cheveux, etc. Et pour le connaître, souvent on peut me faire même la remarque à moi. Par exemple, je sais pas, je passe dans un parc, il y a un truc qui est tombé sur mes cheveux, etc. Parce que bon, la nature fait sa vie. Et ça tombe bien, mes cheveux sont alignés avec les arbres, ça tombe bien. Mais si j'ai quelque chose dans les cheveux, c'est « Ah, mais attention, regarde, t'as des trucs dans les cheveux, attention !» Pourquoi, moi, c'est si important que ça, que je n'ai rien dans les cheveux? Alors, pourquoi je parlais de ça tout à l'heure et pourquoi j'ai posé la question de cette exigence-là d'avoir une belle coupe, etc. C'est parce que même dans cette volonté de faire de la pub et de prôner quand même le naturel, eh bien, il y a une façon de le faire. C'est-à-dire que dans les photos, dans ce qu'on renvoie, c'est souvent, voilà, un afro comme ça, ou une coupe comme ça, ou il faut que ce soit comme ça. Et puis, généralement, moi, ce que j'ai vu, alors après, je ne regarde pas tous les réseaux, croyez-moi, mais dans ce que j'ai vu, c'est, en plus, elles sont maquillées. C'est-à-dire que si elles font ça sans maquillage, on fait bien le avant-après. Comme si, juste naturellement, sans rien, ça passe plus. Donc, on est dans le côté esthétique. Et je finis là-dessus. Sinon je vais être trop longue, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que oui, mais il faut entretenir pour être jolie. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi ça? Parce que moi, si je me lève avec mes nattes et que je vais faire ma course, est-ce que ça veut dire pour autant que je ne suis pas jolie? Vous voyez? À travers finalement le cheveu afro, il y a plein de choses finalement qu'on est en train de véhiculer comme image aussi. C'est-à-dire, ok, tu peux être naturel, mais attention, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut gérer. Oui. C'est vrai, c'est une pression supplémentaire que les femmes, souvent c'est les femmes, toujours, c'est une pression supplémentaire que les femmes vont avoir quand elles se remettent au naturel. Et quand je dis ça le vaut pour les blancs et les noirs. Hein. Quelle que soit la nature de tes cheveux, il faut l'entretenir pour être jolie. Maintenant, si tu es noir et parce que tu décides d'être naturel, tu mets tes cheveux, tu te regardes dans le... Il y en a, la coupe afro leur vont mieux. Donc, à toi de voir ce que tu renvoies, en fait. Ça veut dire que tu vas désormais défendre une certaine image que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir.
Donc il faut vraiment bien la défendre. Moi, à mon avis, hein, il faut te plaire toi-même déjà. Bon, c'est important dans tous les cas de se plaire dans ce cas. Il faut se plaire soi-même. Tu n'es pas obligé de rajouter des choses, se maquiller. Alors, déjà, quand tu veux partir dans le naturel des cheveux, tu commences aussi à chercher le naturel de ta peau. Donc, plus tu es léger, mieux c'est. En général, c'est comme ça dans la tête des personnes. Mais c'est vrai que c'est Je pense qu'il y a une démarche. une contrainte supplémentaire qui se pèse sur nous. On nous demande de justifier qu'on passe. Ouais, mais effectivement, je pense qu'il y a une démarche quand on fait son retour entre guillemets au naturel, qui fait que de toute façon, on a envie de prendre soin de soi, parce qu'on se retrouve soi, on veut être en accord avec soi-même. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment ce genre de contraintes un peu imposées. Après, par rapport à l'esthétique dont vous parliez tout à l'heure sur les publicités, il y a des codes qui sont repris quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il y a des codes esthétiques quand on fait des affiches ou quand on fait des... Ça, c'est comme ça. Et on le sait, bon, c'est cheveux naturels ou pas, afro ou pas, voilà. Il y a des codes qui sont repris quand on fait de la communication. Après, comme je dis, pour le reste, moi, je pense pas j'ai vraiment cette sensation que de plus en plus, la femme noire, elle décide de ce qu'elle veut, de ce qu'elle souhaite, et qu'elle subit de moins en moins de contraintes. Les débats qu'il peut y avoir, effectivement, ça sera quand on est confronté, par exemple, au milieu du travail, ou etc., à une autorité, entre guillemets, qui fait que là, on peut avoir de vrais soucis. Parce que parfois, il y a eu des débats, il y a eu des scandales par rapport à certains types de coiffures afro qui n'étaient pas acceptés. Là, on est dans quelque chose où il n'y a pas le choix. On va dans une espèce de confrontation. Pour le reste, en tout cas, moi, c'est les choses que je ressens depuis de nombreuses années maintenant. J'ai vraiment cette sensation que le choix, il est dicté par la volonté même des femmes. Et il n'est plus vraiment imposé par X, Y, les parents. Enfin, moi, j'ai connu ça, hein, quand il y avait des extensions, ça, c'est chivé à l'État, comme on dit aux Antilles. Donc, c'était assez moqueur, c'était assez machin. Maintenant, dites ce que vous voulez, le cheveu afro, il est versatile et les femmes, elles font ce qu'elles veulent. Franchement, je trouve qu'elles ont, au contraire, une liberté accrue et elles décident vraiment de ce qu'elles veulent, quoi. Une liberté, même si elle est soumise à quelques pressions. J'aimerais vous donner votre regard sur un fait qu'on observe très souvent. Quand une femme, on va dire une femme blanche, par complexe, veut se faire greffer un postérieur et se faire gonfler les lèvres en rêvant d'être le sosie de Kim Kardashian ou de J-Lo, on dit simplement qu'elle a été complexée physiquement, qu'elle veut se faire s'embellir. À aucun moment on dit qu'elle veut ressembler à une femme noire. À la contrario de la femme noire qui, quand elle porte un tissage ou le cheveu défrisé, tout de suite on lui dit tu veux ressembler, en tout cas on lui reproche de vouloir ressembler à une blanche. Pourquoi ce décalage, selon vous? Moi, c'est une question de culture dominante, tout simplement. Et les choses risquent de changer, tout doucement. Elles sont tout doucement en train de changer. Mais c'est une question de culture dominante. Le modèle dominant, la culture occidentale s'est imposée un petit peu partout et a imposé ses modèles, comme on l'a dit, de beauté, etc. Il y avait très peu de place avant pour la culture afro, pour les artistes afro, pour les acteurs afro, pour toute la représentation. Et même l'histoire, ça n'existait pas. Il y a eu des propos... Bref, on ne va pas en reparler. Donc, dans l'imaginaire des gens, tout ça n'existe pas. Et donc, forcément, les référents et les références n'existent pas non plus. Les choses sont en train de changer tout doucement. Vous avez parlé tout à l'heure de Beyoncé. Il y en a d'autres qui arrivent. On le voit même en France maintenant. Quand on parle de culture populaire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le hip-hop, il y a beaucoup de références qui viennent de là, et donc de codes culturels qui viennent de là, et donc les choses vont changer petit à petit, et vous verrez que les référents, bientôt, seront ceux-là. On ne dira plus d'une femme qui a les cheveux lisses qu'elle veut ressembler à une blanche, on dira juste qu'elle préfère les cheveux lisses. Exactement. On est d'accord. Exactement. Moi, je pense que si les gens réagissent, c'est parce qu'on est parti d'un problème, et quand il y a un problème, ça fait réagir. Et que, comme on a une vision de changer les choses, et surtout... les noirs, il y a une palette de noirs, des cheveux les plus crépus aux cheveux les plus lisses d'ailleurs, parce que vous prenez une indienne très noire, plus noire que moi, elle peut avoir des cheveux très lisses. On peut avoir une noire au Congo qui peut avoir des cheveux lisses. C'est possible en fait dans le ton de noir. Ça veut dire que quelque part, l'image que nous-mêmes avons du noir, elle est un peu biaisée par l'image qu'on nous a donnée, qu'on nous a rentrée dans la tête.
il serait temps qu'on apprenne toutes les palettes de noir qu'il peut avoir comme ça si une fille... Parce que la même fille qui aurait une perruque lisse, si elle met une perruque en touffe, on ne va pas l'accuser de rajouter du superflu, en fait. Donc c'est le fait de mettre du lisse qui tend plus vers la caucasienne qui fait réagir parce qu'on a toujours intégré qu'il faut aller vers ce style de beauté-là. Donc la communauté attend maintenant que tout le monde s'assume, que le noir s'assume tel qu'elle est. Donc le lisse fait appel à ce problème-là et c'est pour ça que les gens vont réagir. Mais en soi, la fille qui, elle, la caucasienne qui met des fesses ou qui met une perruque, c'est un peu de l'exotisme. Elle n'a pas souffert de son identité en soi. Quand elle fait ça, c'est un plus. C'est pas une souffrance, un complexe? Il y a quelques personnes, parce qu'on voit des gens qui veulent devenir noirs, qui bronzent, qui mettent des produits pour devenir foncés, pour devenir plus noirs. Ça existe, hein. Donc c'est une maladie aussi. Ça peut être un complexe, voire une maladie même physiquement hein, de la personne. Mais sur le plan sociétal, c'est pas un problème global de la communauté occidentale. Du coup, ça ne les interpelle pas. Ça n'interpelle pas la communauté. Nous, ça va nous interpeller parce qu'on est en train, dans notre mental, de vouloir changer quelque chose. Du coup, la personne qui n'est pas dans cette attitude-là, on va très vite la pointer, en fait. On peut pas nier du coup, il n'y a plus de tolérance. La tolérance, c'est tolérance zéro, en fait. Ouais, c'est pour ça. Enfin, je suis assez d'accord sur le côté exotique. On ne peut pas nier le fait que peut-être une femme blanche, elle souffre beaucoup d'avoir les fesses un peu plates. Je ne dis pas que c'est possible, c'est peut-être une souffrance réelle. Mais on ne peut pas comparer ça avec ce qu'a subi la communauté afro, où des gens ont été exposés, où des gens ont été... voilà, c'était comme dans c'était des véritables zoos, etc. Ça n'a rien à voir. Ça, donc le rapport... Je parle d'aujourd'hui, oui. qui vient au monde aujourd'hui, qui a 20-25 ans. Elle n'a pas vécu dans les champs de coton, elle n'a pas vécu la colonisation. On parle d'aujourd'hui, mais... Pourquoi l'une, on lui dit juste « Ah, ma chérie, t'es complexée, tu vas te faire greffer un postérieur et tout va bien », alors que l'autre, quand elle veut mettre des cheveux lisses, on lui dit « Ah, tu veux ressembler à une blanche, tu veux ressembler à une blanche, tu veux ressembler à une blanche ». Quelque part, moi j'en connais que ça les traumatise. Ça devient pour elles deviennent virulentes. Parce qu'elles se sentent, elles n'ont pas le droit d'avoir leur propre goût, leurs préférences, on les renvoie. Et une chanteuse, India Hari, a expliqué, elle fait une chanson là-dessus. « I'm not my hair ». C'est-à-dire, je ne suis pas mes cheveux. Laissez-moi tranquille, laissez-moi respirer. Toi, tu préfères être naturel. En plus, en ajoutant sur cet aspect parfois un peu paradoxal, celles qui se réclament du napisme au nom de l'aspect naturel, elles sont quand même maquillées. Donc, quelque part, où commence le naturel, où il s'arrête? Encore une fois, c'est par rapport à la nature même de tes cheveux. Oui, tu vois, c'est pas la même chose que le maquillage, selon moi. Ah oui, okay. Enfin, selon moi. Et après, voilà, une fois que les gens seront convaincus que ce sont maintenant des choix, que les femmes se sont réappropriées le choix, que ce n'est pas imposé peut-être inconsciemment, ou des fois il y a un petit peu un regard moralisateur. Définitivement l'aliénation. Oui, exactement, voilà, dire voilà, je sais mieux que toi, tu es aliéné, si tu fais ça, c'est parce que ça. À partir du moment où les gens ont compris que non, ça n'a aucun problème d'avoir son cheveu naturel, comme j'ai dit, de mettre des wigs, ils peuvent être jaunes, ils peuvent être violets. Les jeunes, vous savez très bien, c'est la mode, on a envie de changer, on fait ce qu'on veut. Ça ne va pas changer le fait que maintenant, on n'a plus recours à ce traitement chimique qui est vraiment, qui était mauvais. Et après, on fait ce qu'on veut. Et à partir du moment où les gens seront convaincus de ça, ils ne vont plus donner des leçons de morale en disant « je pense que tu fais ça parce que ceci ou parce que cela ». Okay. Sachant que les enfants d'aujourd'hui sont les résultats des personnes d'hier, et donc la souffrance que les anciens ont eue, même s'ils n'en ont pas beaucoup parlé ou qu'ils n'en ont pas été conscients, aujourd'hui, les enfants, ils le réalisent, ils voient plus distinctement la différence, surtout ceux qui sont en Occident, dans la diaspora. Les enfants voient tout de suite la différence entre blanc et noir et le naturel du blanc, que eux, ils sont obligés de toujours, comme tu disais, se parfaire, toujours tirer les cheveux ou défriser les cheveux pour être joli. Ça pose un problème mental pour l'enfant qui a envie de revenir à son naturel et de pouvoir se présenter à tout le monde comme la petite blanche pourrait se présenter à tout le monde. Ok. Après ça, bon, si je vais chercher un peu la petite bête, on pourrait trouver le parallèle aussi avec le sport, le corps humain, le corps de l'homme afro.
n'y a pas besoin de trop forcer pour que les muscles ressortent, alors que l'homme blanc ou asiatique, lui, il a besoin d'y aller même pendant 1 an pour ressembler un tant soit peu à l'homme afro. Donc chacun, à ce niveau-là, ses avantages. Maintenant, sur la question, il y a une sœur avec laquelle j'ai échangé tantôt, qui a attiré mon attention sur, en tout cas, sa perception autour du colorisme. Et elle me faisait savoir qu'à ses yeux, il existerait une forme de colorisme capillaire, dans le sens où, on l'a dit tout à l'heure, le cheveu afro est multiple, les textures ne sont pas les mêmes, il y a du plus souple au plus revêche, et souvent, cette texture-là est rattachée à la couleur de peau, puisque le métissage et j'en passe, et au bout du compte, derrière au sein de ce mouvement NAPI, se serait constitué une forme de colorisme capillaire où celles qui sont métisses et par conséquent avec des cheveux moins revêches auraient, j'allais dire, le monopole, quand celles qui ont les cheveux qui sont plus foncés avec les cheveux par conséquent plus revêches auraient un peu plus de mal. Est-ce que vous l'avez constaté? Déjà, pour vous, est-ce que c'est un diagnostic valable? Est-ce que vous l'avez constaté? Ou alors c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être? Tout dépend du monopole de quoi? Esthétique, de Mais représentation. Alors, dans un premier temps, oui, je pense que c'est vrai. Dans un premier temps, nous, si on revient dans le passé, 2005, c'était le moment des banlieues qui étaient en feu. Et s'est posé dans la société française la question de la représentation des minorités. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait rien. Dans les pubs, sur les affiches, en télé, il n'y avait rien. Sauf, 2-3 personnes qui parlaient du sport en disant « Si, quand même, quand il y a des émissions sportives, on ne comprend pas de quoi ils se plaignent. » Bref. Et donc, mais dans la publicité, ça... Et donc, le mouvement, il y a eu une prise de conscience, c'est louable à la base. Et quelques temps après, on a constaté, fin des années 2000, commencer à avoir un peu plus de représentation. Mais alors là, c'était une caricature, effectivement. C'était que des métis à cheveux ondulés, bouclés, etc. Ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, quand on parle de monopole, c'est pour ça que je disais de quoi, j'invite les personnes qui pensent ça, et qui pensent très sincèrement peut-être, qui l'ont vécu, je ne dis pas le contraire, à venir par exemple à la NHA. Quand vous êtes à la NHA, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'histoire de monopole de quoi que ce soit. Tout type de cheveux, toute texture est représentée. Et par rapport à l'association avec la peau, oui, souvent, moi-même je suis métisse, on peut dire que les enfants métis ou les femmes métisses ont plus tendance à avoir des cheveux bouclés, ondulés. Donc pour elle, c'est plus, on va dire, facile d'être nappé. Peut-être, mais c'est vraiment pas une règle là aussi. Okay. Comme j'ai dit, vous voyez ma sœur, qui est aussi claire que moi, ses cheveux sont crépus, sont très frisés. Donc il n'y a pas de... on le sait, on en parlait tout à l'heure, dans la communauté noire, il n'y a pas de règles établies à ce niveau-là. Donc oui, je pense qu'on ne peut pas le nier, c'est vrai. Il y a eu cette vague très forte, aujourd'hui c'était caricatural, mais les choses ont changé et elles changent. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'elles changent par les femmes de la communauté. Parce que si on avait laissé faire indéfiniment les publicitaires, les gens qui décidaient, on aurait encore des métis à yeux bleus, pour la nuit des temps. Tu me tends une perche, si je puis me permettre. Mais c'est vraiment les femmes qui ont changé ça de la communauté. Justement, je rebondis sur le rôle, le poids des femmes sur cette question de la réappropriation de sa propre image et de l'estime de soi. Ne considérez-vous pas Rihanna et Beyoncé, pour ne prendre que ces deux-là, comme une forme de vitrine de la dite suprématie blanche? Parce que officiellement, elles sont afro, sauf que leur africanité se rapproche plus des critères blancs que des critères purement afro. C'est-à-dire qu'en gros, Hollywood et l'entertainment, il y a moins de Lupita, et aux États-Unis c'est très marqué, que de Beyoncé. C'est-à-dire que finalement, on met en avant une Beyoncé, on dit regardez, les afros, vous êtes puissants, Woman, sauf que Beyoncé elle-même, on l'a rarement vue nappie, et elle est plus que claire. Donc, comment vous voyez cette réalité? Donc, comme vous voulez, moi. Moi, c'est la même chose. Hein. C'est la réticence à passer du lisse à l'afro véritable, en fait. Donc, Beyoncé et Rihanna, elles sont plus métisses que très, très noires. Donc, elles ont des cheveux plus bouclés que des cheveux crépus. Donc, c'est cette étape-là, justement, que les publicités, les clips, les producteurs n'ont pas passé, que la communauté elle-même a décidé de passer. Et ce qui change aussi beaucoup, c'est le soin, la connaissance, la meilleure connaissance du cheveu crépus. Parce que les filles qui avaient les cheveux crépus,
qui ne peuvent pas en prendre soin. Aujourd'hui, si tu sais prendre soin de tes cheveux, tu peux les avoir bouclés. Donc On peut même lisser le cheveu naturel. Oui, on peut lisser. Tu peux lisser. Sans lisser, même quand tu en prends soin. Moi, je vois simplement ma fille. Moi, je ne sais pas prendre soin des cheveux. Franchement, les cheveux laissés naturels, moi, je sais prendre soin de mes locks. C'est bien plus facile. Hein. Et ma fille prend soin toute seule de ses cheveux. Et je vois comment ça prend. C'est de plus en plus beau, ça tombe, ça fait des boucles. Et pourtant, il n'y a pas de métissage dans la nature de ses cheveux. Alors, Moi, pardon. Non, mais juste pour rebondir rapidement sur Beyoncé ou Rihanna, je pense que c'est difficile de leur faire un procès, en tout cas à elle directement. Non, pas elle. Je ne dis pas que c'est ce qu'on... Mais parfois, c'est... Non, pas elle On directement. pourrait penser, mais l'industrie, ouais, qu'elle renvoie, bien sûr. Et inconsciemment, le message, un peu comme, je prends un exemple pour qu'on réalise que j'ai une vision plus large que genrée, quand Barack Obama est porté à la présidence aux États-Unis, les suprémacistes blancs, ils disent mais c'est un des nôtres, puisque c'est un métis, quelque part. C'est parce que... Non, mais ils vont jusque-là. Hein. Ils n'ont pas tout dit ça au début. Pas Ils disent non. qu'il faut machin. Je peux vous assurer que... Mais oui, je comprends. Voilà. Je vois ça passait mieux. Dans les milieux universitaires, Ouais, je les vois milieux universitaires, en gros, je caricature, mais dans les milieux universitaires, c'est parce qu'il a du sang blanc Oui. qu'il est là où il est. Moi, je vois le propos, mais je pense qu'il serait... je pense qu'il est réel par rapport à l'industrie et ceux qui décident. Mais il serait encore plus réel si on avait en face de nous des marionnettes. Si Beyoncé et si Rihanna étaient des marionnettes qui étaient dans leur bulle et qui ne se rendaient pas compte de certaines choses. Or, ce sont des femmes, justement, qui, à mon avis, ont conscience de tout ce qui se passe autour d'elles et qui sont très investies par rapport à la communauté. Donc, et les choses changent, parce qu'on parle effectivement de Beyoncé, parce que c'est une femme, etc. On a ce biais-là, quand on parle beauté, de parler souvent des femmes. Mais pour moi, Beyoncé, il y a Jay-Z. Jay-Z, regardez sa liberté capillaire. Ouais. C'est un homme noir, très puissant, très riche. Qui C'est le œuvre, seul. C'est le seul, avec cette liberté capillaire-là. parce qu'il est très puissant et très riche. Il y a J. Cole, mais... Bon, Ouais. après, je veux dire, maintenant, c'est ce qu'on en fait. Ce qu'on en fait, peut-être pour certains, d'avoir été choisi, peut-être. Je pense que pour les rappeurs, c'est un peu moins vrai, même si. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et j'ai l'impression qu'ils en font, ils essayent en tout cas, même s'il y a toujours des intérêts personnels, n'est-ce pas? Mais ils essayent d'en faire bon usage de cette notoriété, de cette puissance, de ce pouvoir. Donc c'est ce qu'il faut espérer. Et puis de toute façon, comme j'ai dit, si eux, les puissants qui ont réussi, qui ont été plus ou moins choisis, ne le font pas, ça n'attend pas maintenant. Ça n'attend plus. Ça a eu attendu, ça n'attend plus. Donc voilà, vous avez des femmes entrepreneurs et c'est le retour au naturel qui a permis de rabattre les cartes complètement. Et c'est pareil quand on parlait de l'entretien tout à l'heure. Il faut bien vous dire que depuis la nuit des temps, j'exagère à peine, en tout cas dans les pays occidentaux pour la diaspora, on vous explique, tu prends le kit de défrisage, c'est rapide, c'est vite fait, c'est tatatata. Au point qu'il y avait même une loi qui Mais interdisait le cheveu crépus. C'est quand même, voilà, je veux dire, c'est pas rien. À partir du moment, et c'était tenu par souvent des grands groupes, des grandes marques, ou de très gros indépendants, des grands groupes. À partir du moment où les cartes ont été rabattues, qu'on est passé au naturel, il y a eu un temps d'adaptation pour certains groupes qui étaient un peu perdus. Vous avez des indépendants comme ça qui sont nés, qui se sont créés, et on le voit maintenant avec un petit peu de décalage par rapport aux États-Unis, mais on le voit aussi en France. Et donc ça permet l'émergence de toute une nouvelle classe d'entrepreneurs, de femmes noires qui décident de leur destin. Alors, on l'a dit tout à l'heure, aussi c'est les femmes noires qui ont permis, enfin de ce que j'ai compris de ce que vous avez dit, mais la place des hommes justement, la place des hommes par rapport à ça, c'est-à-dire que, et tu l'as dit aussi dans tes propos, tu as dit oui, si tu es naturel, il faut défendre ton naturel, donc il y a le côté défendre. Là, et vous l'avez dit aussi, c'est les femmes noires qui portent ça. Et moi, j'ai envie de poser la question, mais alors les hommes noirs, où est-ce qu'ils sont? Alors déjà pour eux-mêmes, pour leurs propres cheveux, et aussi par rapport à la femme noire. Est-ce qu'ils sont soutenants, pas soutenants? Parce que moi, pour le coup, j'entends que ça bouge. Mais je pense que... et je suis contente d'avoir aussi ce retour-là, parce que je vois quand même qu'il y a des choses qui évoluent quand même. Mais je pense aussi que c'est comme vous êtes dans c'est vous qui avez créé en France ce que vous avez... L'institution. Voilà. Non, mais il faut le dire. Oui, c'est ça. l'institution. Donc,
ça veut dire que forcément, logiquement, les personnes qui vont venir vers vous, c'est des personnes qui épousent ça. Et donc, oui, vous allez avoir l'impression que finalement, ça évolue et que tout le monde a l'air de comprendre. C'est ce que je pensais aussi. Moi, qui suis à un autre aspect des Oui, personnes, ne c'est serait-ce vrai. que par mon métier et par rapport aux activités que je fais, je suis avec le tout venant, les personnes lambda, tout le monde du quotidien. On n'en est pas là. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et c'est pas si loin. Hein. Et moi, je suis partie aux Antilles il n'y a pas si longtemps. J'ai eu droit, et il n'y a pas que moi, à ah donc toi, tu décides de garder tes cheveux comme ça. Tu restes comme ça, tu te coiffes pas. De quelle personne? Comment Mais c'est, ils de sont quelle plus personne nombreux. Quelle classe d'âge? Peu importe. Ah, même j'ai la eu tout, jeunesse, oui. J'ai eu des plus jeunes qui, eux, me posaient la question « Ah, tu restes comme ça, tu te coiffes pas ?» Mais c'était vraiment dans le sens où « Ouais, mais d'accord, ok, il y a le naturel, mais il y a le naturel, il faut gérer. » Voilà. Et des plus âgés qui, pour eux, bah non, ça, c'est pas être coiffé, ça. Voilà. Les anciens. Ah bah c'est les anciens, mais les anciens, c'est pareil, que ils avaient dit Florie est l'image vrai. des locks qui... Ce qu'il dit, Florie, est très vrai parce que je Nos pensais anciens, ça énormément aussi. de locks. Les femmes. Enfin, Oui, il faut voir le regard qu'ils Les ont, jeunes femmes. qu'ils ont sur les gens qui portent des locks, même aux Antilles. Moi, j'ai un ami qui a écrit un livre et qui m'a passé son bouquin. Il me décrit un personnage dans le livre qui a des locks, mais quelle image il a donné à ce personnage dans le livre. J'ai dit, bon, je pense que je ne vais pas beaucoup le lire, ton livre. Tu vois, donc Voilà, la responsabilité voilà. des artistes. Et ça, aussi. c'est un gros travail. Hein. Aujourd'hui, effectivement, la NHA, comme toi, tu es plongé dedans, autour de toi, et comme elle dit, vraiment, j'ai pensé à ça, tu ne vois des que œillères. ça, tu as l'impression que première fois ça qu'on me dit que change. Je suis un peu naïf, en fait. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Non, au t'es contraire, dans ta tu bulle. portes l'espoir, donc il faut... Ouais. Il faut... Non. Non, mais ça évolue, ça a beaucoup évolué, bien sûr. J'étais aux Antilles. Mais je quand suis au on est, courant. quand on est à l'extérieur, je suis d'accord. Moi, récemment, il y a une fille, une ancienne, enfin une amie que j'ai pas vue depuis un moment, qui m'a revue et qui me dit exactement la même chose. Tu as décidé, vraiment, tu gardes tes cheveux là? Et moi, je regarde et elle a la tête pas coiffée. C'est pas qu'elle a pas, elle a des tresses. Mais les tresses sont, ça fait peut-être 5 mois qu'elle les a. En fait. Je dis, mais toi-même, tu as des locks là. Donc, oui, pour te dire que malgré... Cette pression toujours très forte. Voilà. Autour, Donc, cette personne a besoin aussi d'intégrer la NHA, d'aller à ce... En fait, c'est vraiment un milieu. Plus tu fréquentes les gens qui le voient mieux, toi aussi, ta perception change. Je pense. Tu vois, Oui, donc plus c'est vraiment un grand travail à faire et c'est vraiment sur le chemin. Donc c'est Mais pas je pour pense- te décourager. Hein. Non, pas du tout, mais Au après, contraire, au il faut contraire. toujours être ancré dans le réel. Je Au pense que si on veut contraire. faire bouger les choses, c'est être ancré dans le réel. Ce discours-là aux Antilles, je l'ai entendu, bien sûr que je l'ai entendu, et plein de fois, plutôt des anciens, c'est pour ça que je me permettais de poser la question, parce que quand on voit les jeunes femmes aux Antilles, mais c'est incroyable, le nombre qui portent leurs cheveux naturels et qui portent des locks, et c'est un mouvement, là, c'est pas juste un épiphénomène. Donc, je pense que les choses sont quand même en train de bouger. Et après, par rapport, on parlait des hommes, par rapport au fait qu'ils soutiennent ou qu'ils soutiennent pas, etc. Bon, déjà, il faut jamais se faire porte-parole de qui que ce soit. C'est se mettre beaucoup de pression. Non. Mais voilà, je pense que c'est pareil. Je pense que c'est une esthétique. C'est une esthétique qui est en train de se créer et les choses vont changer dans l'imaginaire. Il faut les bousculer d'ailleurs. Il faut bousculer les hommes. On parlait souvent du rap. Je trouve que c'est un bon exemple. C'est pour ça que je te regarde, je parle de rap. Mais dans l'imaginaire du rap, effectivement, je me souviens même, il y a une certaine époque, on voyait pas beaucoup de femmes noires foncées dans les clips de rap. Ouais, clairement. Et ces choses-là sont en train de changer. Pour le meilleur ou pour le pire, certains diront qu'elles sont un peu trop dénudées, etc. Bon, ok, un autre débat. c'est un débat, mais c'est un autre débat. Je veux dire, mais juste dans cet imaginaire. Et c'est pareil pour tout. Hein. Si vous regardez maintenant les clips de la musique qui est faite au Nigeria, Ouais. je suis désolé. Moi, j'ai connu les clips aux Antilles quand j'étais jeune. C'était un truc, c'était un délire. C'était un délire, ok. En Afrique, c'était un peu pareil. Pour certains clips, c'était un délire. Maintenant, vous Traduction c'était pas terrible. Ah, C'était ok. vraiment, c'était fait, ouais, c'était de briques et de broc. Ouais. Voilà. Ok. Maintenant, l'esthétique, elle a changé. C'est incroyable. Et quand vous voyez les clips des stars nigérianes, mais c'est un truc de fou. Et donc, en fait, Le sens de l'esthétique. et c'est beau. voilà. Et voilà. Ok. Et c'est pas un hasard si maintenant vous avez des stars américaines qui vont faire aussi, qui vont chercher les beatmakers en Afrique, etc. Parce que ça fait pas. Alors, que ce soit positif ou négatif,
mais c'est notre société actuelle. L'image est très importante. Oui. Ce qu'on raconte, le storytelling, On est c'est d'accord. super important. Et ben maintenant que les détails sont apportés, maintenant qu'il y a du savoir-faire, maintenant que l'image, et ben ça valorise les artistes, ça valorise la femme, ça valorise l'univers, parce que vous voyez quand même beaucoup, c'est vrai aussi dans ces clips-là, l'univers autour du cheveu naturel, de plus en plus, bah, ça va suivre. Ah, j'ai une autre question. Une dernière. parce que Une dernière. Le temps nous manque. Oui, Une juste. conclusion. Est-ce que c'est aussi un effet de mode? Parce que moi, clairement, hein, on est là, oui, on prend conscience de ceci, on prend conscience de cela, etc., etc. Mais si demain, finalement, l'accent est mis sur autre chose, est-ce que finalement, les personnes ont compris le retour au naturel, la pertinence de retour au naturel? Et en quoi c'est important pour eux d'y retourner? Ou est-ce qu'on est dans, comme c'est à la mode, comme c'est beau, et comme on valorise le côté esthétique, on n'est que dans l'esthétique? C'est-à-dire que si demain on change de mode, tout le monde retourne. Bah, c'est en cela que la communication est importante. L'image qu'on véhicule, que ce soit dans les clips, dans les films, on parle Surtout, du ouais. Nigeria, quand on voit les films au Nigeria, les filles sont souvent naturelles. Même dans les événements, on voit les cheveux très naturels, même la tenue, ça donne envie en fait. C'est comme ça qu'on nous a vendu l'Occident, en embellissant l'Occident. Donc c'est vraiment important ce qu'on nous met dans la tête. Oui. Et comme c'est d'autres qui nous mettaient ça dans la tête, ils nous mettaient ce qu'ils connaissaient, ce qui les arrangeait. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous mettre nous-mêmes la soupe que nous voulons dans nos têtes. Donc ce qui fait que ça ne risque pas d'être juste un effet de mode, surtout que c'est du naturel. C'est pas comme si on s'achetait de nouvelles perruques pour créer une mode. C'est toi, c'est ton naturel. Donc c'est un retour à soi. Donc quand tu reviens à toi, c'est difficile d'en faire juste une mode et le lendemain, tu décides d'être une autre personne, en fait. Parce que tu t'apprécies tellement, tu apprécies la liberté que c'est d'être toi-même, que c'est difficile. Et si surtout que c'est un mouvement, c'est un changement d'air, en fait, j'ai l'impression. Et en guise de conclusion, Déjà. quel message, C'est et là clair. c'est les meilleurs ont toujours une fin, quel message adresseriez-vous aux femmes afro, mais qui ne sont pas encore nappies? Bon. Déjà, je vais répondre très rapidement. Je suis désolé, mais super vite. Le rap est une mode depuis 40 ans. Pour ce qui est du retour au naturel, ça existait déjà avant. On s'est un peu perdu en chemin. Et puis, la NHA a fait de ses 10 ans. C'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, je pense que c'est bien plus qu'un effet de mode. C'est fondamental maintenant. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Pour les femmes qui n'y sont pas, ce qui compte, c'est la liberté de choix. Vraiment. Pour moi, c'est ce qui est essentiel. C'est de faire aussi ses recherches par rapport à ce que peut engendrer le traitement chimique de ses cheveux. C'est catastrophique, ça a été prouvé maintes fois. Donc voilà, après, toutes les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent, mais il faut insister là-dessus, le retour naturel n'est pas une prison. Le retour naturel, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile, ce n'est pas infaisable, ce n'est pas... Non, vous avez toutes les Ça ne va techniques, pas tous leur les empêcher produits. de trouver un mari. Pardon? Ça ne va pas leur empêcher de trouver un mari. Non, que souvent, il y a- certainement pas. Ok. Certainement pas. Peut-être chez les anciens, mais là, non. Ok. Bah, justement, trouver un mari, il faut que les hommes acceptent de revoir la femme africaine, la femme noire, telle qu'elle est. Et c'est vrai de le dire que pour la santé, c'est vraiment dangereux parce que les produits de défrisage sont faits à partir de produits du formol et ça cause... La femme noire est celle qui a le plus de fibromes. Et il y a la preuve que ces produits entraînent aussi ces genres de maladies. Ton message Donc il adressé faut aux vraiment... filles, ce serait lequel? Il faut vraiment, mon message, c'est aimez-vous, informez-vous, et c'est facile. Ok. Voilà. Aimez-vous, informez-vous, c'est facile. Comme vous l'avez constaté, encore une fois, les funérailles des tabous, on ne recule pas devant le moindre tabou. En l'occurrence, aujourd'hui, on a regardé en face, de manière délicate, précise, la thématique du cheveu afro. Pourquoi ensemble? Étant donné que tout seul, on peut aller très vite, mais ce n'est qu'ensemble qu'on va loin. Et ce n'est qu'ensemble et autour d'une table que l'on va loin et haut. C'était les funérailles des tabous. On ne participe qu'à une chose, la renaissance par l'excellence de notre communauté, en partant du principe que condamner la pomme pourrie, c'est bien. Comprendre les racines du pommier, c'est mieux. À très bientôt. Merci.
pour me rassurer.